Kaiju Number 8 est bien, mais il mérite selon moi pas toute sa popularité actuelle et passée. Et je pense même qu'on pourrait étendre ce fait à Spikes Family, Dan Da Dan et tous les autres grands succès du Jump Plus. Mais avant de s'intéresser à ce mais, penchons-nous sur pourquoi c'est bien en 3 points. La première chose qui marque quand on commence Kaiju Number 8, c'est lui, Kafka Ebino. C'est le personnage principal de cet anime. Un personnage principal qui a comme particularité d'être un adulte vu qu'il a 32 ans. Et c'est une particularité qui nous montre bien d'entrée de jeu que l'anime essaie de s'inscrire dans son temps, avec des settings plus d'actualité. En effet, ça fait quelques années qu'on a de plus en plus de héros entre 20 et 35 ans, allant avec l'élargissement global des audiences de la Japanimation. Et c'est d'autant plus vrai dans les mangas publiés en ligne, comme Kaiju Number 8, qui favorise l'internationalisation. Et je peux vous donner d'autres exemples de choses qui s'inscrivent dans un renouveau de l'industrie dans cet anime. Par exemple, l'utilisation de la 3D pour certains kaiju et l'opening, s'inscrivant directement dans la continuité d'animés comme Godzilla Singular Point, ce qui est un pari un peu couillu à prendre vu les retours que la CGI connaît souvent. Bref, Kaiju Number 8 c'est un anime qui teste des choses plutôt que de s'appuyer sur ses acquis, et c'est bien. Tiens, je te donne une gommette, Kaiju Number 8. Mais bon, même s'il s'agit d'un point positif appréciable et important à l'échelle de l'industrie, c'est vraiment pas game changer sur le fait que l'anime soit bien ou non. C'est pour ça que je vais passer à mon deuxième point, qui pour le coup m'a beaucoup étonné dans le bon sens du terme, la direction artistique. Que ce soit dans les chara-design, les expressions du visage, l'animation, la mise en scène, tout est nickel. Pas extrêmement original, même si pas non plus banal, mais super efficace. Et certes, beaucoup de gens se sont plaints que les chara-design étaient trop goofy par rapport à ceux du manga, et strictement parlant, c'est plutôt vrai. Mais premièrement, c'est vos goûts, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise si vous aimez pas? Et deuxièmement, vous vous attendiez à quoi? Évidemment que les chara designs sont beaucoup simplifiés. Je veux dire déjà que les animateurs ne dorment plus la nuit et ne peuvent pas voir leurs enfants grandir, on va pas leur demander en plus de ça de se compliquer la tâche en détails inutiles. C'est la stratégie Mob Psycho 100. Plus les designs sont simples, plus le temps peut être consacré à l'animation. Et tout ça m'amène à passer à mon troisième point, qui est selon moi le plus gros point fort de l'anime, la musique. S'il y a bien un truc qui donne sa vibe à Kaiju Number 8 et qui est capable de rendre hype face aux actions qui arrivent, c'est bien cette soundtrack. Car si on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus classique, ce rock épique vient nous prendre au dépourvu et proposer une expérience parfaitement en accord avec l'ambiance de l'anime. Et vraiment, je peux affirmer sans problème que sans lui, la plupart des scènes d'action censées être impactantes auraient perdu toute leur saveur. Si je devais donner une comparaison, je trouve qu'on a un peu une vibe Bleach. Enfin, plutôt une vibe Ichigo en fait, avec son thème musical Number 1. Est-ce qu'on parle de l'opening et de l'ending? Allez, on parle de l'opening et de l'ending. Ding 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 ding. Ils sont tous les deux surprenants. Bon, c'est moins vrai pour l'ending qui reste très classique malgré son style graphique sympa, mais l'opening, je m'attendais franchement pas à ça, que ce soit musicalement ou visuellement. Pour la musique, elle s'inscrit dans l'ambiance rock dont je parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment les visuels qui sont importants, car il s'agit d'un opening totalement réalisé en CGI. Et une bonne CGI, ce qui est rare, et ce qui m'aurait honnêtement presque donné envie de voir ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient décidé de l'inclure directement dans l'anime. Ça aurait peut-être été catastrophique, mais pourquoi pas tenter le coup, d'autant plus que si tu regardes le modèle 3D du Kaiju numéro 8, bah il y a vraiment du potentiel. Mais bon, c'était marrant de voir ce qui allait dans cet animé, mais il est temps maintenant de voir ce qui ne va pas dans cet animé. Et j'en ai des choses à dire. Mais je propose qu'on commence par démonter tous les arguments que j'ai fait en faveur de l'animé. Déjà, on l'a vu, Kafka a 32 ans, et la majorité du cast principal est plus ou moins adulte, ce qui est globalement une bonne nouvelle dans les animés, car ça permet d'ajouter de la maturité à l'histoire. Problème, il a la personnalité de n'importe quel gosse gueulard de shonen, ce qui n'est pas bien. Je t'enlève une gommette, Kaiju Number 8. En fait, le souci ici est que l'auteur n'a pas vraiment cherché à écrire un shonen neketsu avec des personnages adultes, mais l'a simplement admis comme un état de fait. Ainsi, à aucun moment le fait de dire qu'ils ont plus de 20 ans, plus de 30 ans n'est pertinent, puisqu'ils agissent comme s'ils en avaient 15. A l'inverse, ça en devient presque handicapant, car ça rend les personnages moins crédibles. Ensuite, Kaiju Number 8 est un animé qui teste des choses, certes, mais c'est pas non plus déconnant quoi, notamment au niveau de l'histoire, car c'est vraiment le neketsu le plus basique que tu peux servir, si t'enlèves le fait que ça se passe à notre époque. Et encore, ça non plus c'est pas incroyable vu l'état actuel de l'industrie. Je vous renvoie à ma vidéo sur la modern fantasy si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Puis, l'animation et la mise en scène sont nickel. Si t'enlèves tous les épisodes où c'est pas nickel. Pour le coup, j'en veux pas trop à Production IG pour ça. Ça arrive d'avoir des épisodes qui sont naturellement un peu en dessous parce qu'il se passe pas de trucs de ouf. Mais en même temps, après avoir fini de regarder Free Reign où tous les épisodes sont parfaitement réalisés, je me sentirais un peu mal de pas le notifier. Enfin, sur la musique, j'ai rien à dire parce que pour le coup, je trouve vraiment que cette soundtrack rock est incroyable. Le reste des musiques est peut-être un peu oubliable, mais c'est pas non plus une catastrophe. Voilà pour les points abordés plus tôt. Cependant, c'est dans aucune de ces caractéristiques que je situerai le plus gros point faible de l'anime. Et ça va
enfin me permettre de vous expliquer pourquoi au début je disais que tous les grands succès du Jump Plus étaient décevants. Ainsi, voyons ça en 2 points. Mais je vous propose qu'on commence par un peu d'histoire. En 2014, face au déclin du format papier pour le numérique, la Shueisha, parrain du manga au Japon, décide de créer sa propre plateforme pour publier des mangas, le Shonen Jump Plus. L'avantage de la plateforme est double. Tout d'abord, elle subit une censure affaiblie, qui permet de développer des œuvres bien plus axées sur la violence et la sexualité. Mais également, elle améliore l'accessibilité des mangas, ce qui est encore accentué en 2019 par la création de Manga Plus comme équivalent international. Ainsi, on voit certaines œuvres se développer très tôt comme figure de proue de ce manga numérique. On peut par exemple prendre le cas de Fire Punch. Mais le tournant ne va se faire qu'à partir de 2019, avec la sortie d'un manga dont vous avez tous entendu parler, Spy X Family. Et je suis désolé de vous le dire comme ça, mais selon moi, c'est à peu près à partir d'ici que les choses ont commencé à merder. Spy X Family est bien, mais, et je suis sûr que l'auteur lui-même est au courant, a un énorme problème de rythme. C'est mon premier point. Pour vous la faire simple, le manga est publié par chapitre d'une vingtaine de pages de manière bimensuelle avec des pauses très régulières. Cependant, Spy X Family est aussi connu pour ses nombreux chapitres totalement vides de contenu. Par exemple, récemment, on a eu 2-3 chapitres qui faisaient le portrait d'Anya qui avait un bal dans son école. Et c'était sympa et tout, mais en temps réel de publication, ça équivalait à 2 mois entiers. 2 mois entiers où l'histoire n'avance donc pas vraiment. Maintenant, imaginez ce genre de chapitre se répéter encore et encore. Vous comprenez bien que ça en devient très vite saoulant. Ainsi, dans toute l'œuvre, on peut compter, je sais pas moi, 2, 3, 4 arcs qui ont eu vraiment un impact, ce qui est évidemment très peu pour un manga qui a 5 ans dans les pattes. À partir de là, vous n'avez plus qu'à reprendre exactement le même rythme de publication, remplacer les chapitres vides par des chapitres de pur combat, et vous obtenez Kaiju Number 8. Pour vous dire, j'ai rattrapé les 1 an de retard que j'avais sur le manga pour faire cette vidéo, et au total, il y a dû avoir 3-4 combats pour même pas 2 heures de lecture. J'imagine même pas si j'avais eu ça de manière régulière. Mais ça, pour l'instant, c'est plus une crainte concernant le futur de l'anime. Étrangement, par contre, l'animé a réussi à foirer son rythme d'une toute autre manière, parce qu'on sent vraiment qu'il traîne sa mère. Car franchement, si l'épisode 3 avait été réduit de moitié, je pense que personne n'aurait vu la différence. Ça aurait permis de terminer en cliffhanger sur l'apparition du kaiju qui parle, ça aurait été nickel. Bon, revenons un petit peu sur le cas de Spy X Family pour en arriver à mon deuxième point. Et vous vous souvenez quand je vous disais que Jump Plus permettait aux mangaka de se libérer d'un certain type de censure? Sachez que c'est toujours vrai, mais pas autant qu'on le pense. Parce que si les éditeurs mettent moins la pression pour que tout soit lisse, c'est la loi du marché qui s'en occupe. Car, dans la version papier du Jump, entre 10 et 20 mangas sont publiés simultanément. Ainsi, si tu achètes ton exemplaire du magazine, tu vas très sûrement tous les lire, même les plus moyens, parce que t'as payé, donc tu en veux pour ton argent. Ça a à voir avec ce qu'on appelle en économie comportementale le biais cognitif des coûts irrécupérables, qui est la même raison qui va t'amener par exemple à regarder jusqu'à la fin un mauvais film au cinéma car tu y as déjà investi ton temps et ton argent. Cependant, sur Jump Plus, les mangas sont gratuits, donc tu peux décider de ne pas en lire un sans que ça ne te donne l'impression de perdre de l'argent. Or, pour un auteur, moins être lu signifie organiquement moins vendre de tomes et donc moins être payé. Et déjà qu'un mangaka ne gagne pas beaucoup, il a intérêt à vendre des tomes s'il veut pouvoir manger à sa faim. Et comment on fait pour être sûr de vendre des tomes? On fait quelque chose qu'on sait qui va plaire. Ce fonctionnement est ce qui a poussé l'auteur de Spy X Family à continuer d'écrire Spy X Family alors que lui-même n'aime pas son propre manga. C'est pour ça que c'est sur plein de points assez générique et aussi sûrement la raison pour laquelle il les tire en longueur comme ça. Je peux vous donner d'autres exemples, Dan 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 c'est littéralement l'histoire d'extraterrestres voleurs de testicules, mais c'est aussi l'une des romances les plus génériques que j'ai lues dans des mangas. Si on fait abstraction de tous les titis, S Paradise a quand même des personnages vachement archétypaux, etc. Et Kaiju Number 8 n'échappe sûrement pas à la règle. Ça a marché parce que c'était cliché et générique, parce que c'était une sorte de mélange bizarre entre Black Clover, SNK et Evangelion. Mais la raison pour laquelle ça a marché est la même que celle pour laquelle l'histoire est aussi bancale. Car en essayant de mélanger que des trucs qui marchent, que ce soit des éléments plutôt de mode comme l'univers contemporain et les personnages adultes, ou des éléments ayant déjà fait leurs preuves comme le héros naïf ou le rival / ami d'enfance, on obtient un ensemble qui a peu de chances d'être harmonieux. Et c'est encore pire dans le cas de Kaiju Number 8, car pour le coup, il n'essaie absolument rien de nouveau à ajouter à ses bases. Bref, Kaiju Number 8 est décevant, parce qu'en s'attendant à voir un potentiel compétiteur à l'anime de l'année, on tombe juste sur un globi-boulga de clichés plus ou moins bien exécutés. Et en même temps, on peut pas vraiment en vouloir à l'auteur, parce que c'est soit ça, soit il prend le risque de rejoindre Pirouette Cacahuète dans sa maison en carton, quoi. Après, il y a toujours la strat d'écrire un manga sur 5 mecs qui doivent repeupler la Terre avec 5 milliards de meufs. Pour le coup, je promets pas que ce sera bien, mais je promets de regarder.